dénoncez régulièrement un certain nombre de dialogues entre vous et la Troïka au pouvoir. Est-ce que vous estimez qu'il y a de la mauvaise foi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des contacts avec la Troïka dans un sens ou dans l'autre? Vous avez dit que je dénonçais. Personnellement, je ne dénonce rien du tout et je ne pense pas qu'il soit question de mauvaise foi. Il y a eu des élections, il y a une enceinte pour le débat, c'est l'Assemblée nationale constituante, il y a une majorité et une opposition. On peut regretter que le débat ne se passe pas comme on l'aurait souhaité à l'Assemblée constituante. Nous n'avons pas encore des traditions de débat, d'acceptation du point de vue opposé. Vous avez remarqué que les députés ont souvent recours au point d'ordre pour pouvoir exprimer une idée politique. Les débats sont très mal organisés. Cela est regrettable. Je ne pense pas que cela relève d'une mauvaise foi, mais peut-être un manque de tradition démocratique, disons, plus que... Non, ce n'est pas une question d'intention. Moi, je ne vais pas chercher dans les intentions. Enfin, pour faire court, il n'y a pas d'échange entre la Troïka et l'opposition. Nous avons pris une initiative avec le Massar, qu'on a appelée l'initiative de la table ronde, et qui consistait à appeler tous les protagonistes de la scène politique pour qu'ils se réunissent et qu'ils s'entendent sur une feuille de route, parce qu'on ne sait pas où la Tunisie va, surtout après le 23 octobre. Est-ce que nous allons réellement avoir des élections? Quand? Qu'a-t-on fait pour les préparer? Sommes-nous capables de tenir cette date du 23 juillet ou du 23 juin plutôt? À la cadence où vont les choses, le doute est permis. Donc, voilà, encore une fois, au parti El Jumhouri, nous sommes pour le dialogue. Un dialogue non pas pour élargir le gouvernement comme on entend parler, cela ne nous intéresse guère. Ce qui nous intéresse, c'est une feuille de route qui mette fin à cette phase de transition, qui donne la possibilité aux Tunisiens de se choisir les institutions durables et permanentes de leur République, de permettre l'émergence d'un nouveau gouvernement qui, je l'espère, sera capable de mobiliser toutes les énergies, à commencer par l'administration, qui se trouve actuellement démotivée et démobilisée, un gouvernement qui ait une vision claire et un programme. C'est un gouvernement qui sera nécessairement un gouvernement de concorde, parce que nous sommes dans une phase assez critique, où les Tunisiens sont inquiets quant à leur avenir, ils sont fatigués par les luttes interminables entre les élites, au sein des élites politiques. Ils ont des problèmes de sécurité sérieux. Ce n'est pas que l'insécurité politique, ce n'est pas que le crime politique organisé qui, reconnaissons-le, est encore à un état plus latent qu'effectif. Et ils ont des problèmes de sécurité publique dans les régions, dans les quartiers. Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Pour les jeunes, ils n'ont pas vu venir l'emploi. Tout cela crée une angoisse chez les Tunisiens. Ils aspirent à la fin de cette situation et à un début de remise au travail du pays pour créer l'emploi, améliorer les conditions de vie, assurer la sécurité. Donc, en un mot, le pays a besoin de toutes ses forces, mais encore faut-il que le peuple soit consulté pour désigner la force qui va diriger l'étape à venir. Je vais vous soumettre les derniers résultats des sondages d'intention de vote notamment. Que vous inspire-t-il? Est-ce que la bipolarisation qui révèle ne vous inquiète pas pour la transition démocratique? Elle ne m'inquiète pas. Parce que d'abord, en politique, c'est toujours deux camps qui sont en compétition. On peut être pluriel, mais en fin de compte, ce sont deux pôles qui vont aller en compétition, et normalement, un camp sera majoritaire et l'autre ne le sera pas. Donc,
Donc, pas nécessairement. Vous savez, les sondages, ils vous donnent des photos instantanées. Ils ne vous disent pas que va-t-il se passer à l'avenir. Ils vous disent, voilà l'état des forces. Mais maintenant, d'ici les élections, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Pour le moment, au niveau des partis, effectivement, il y a 2 partis qui se détachent, Nahda et Nida Tounes. Tous les autres se retrouvent à peu près dans un mouchoir. Ce n'est pas dit que cela va durer jusqu'aux prochaines élections. Je constate pour les personnalités que tous les chiffres sont mauvais. Le meilleur n'a que 10%. Le chef de l'État n'a que 7%, alors qu'il est dans une situation d'exposition quasi permanente. Donc, c'est des sondages, un sondage qui donne une photo réelle, à mon sens. Elle donne la réalité des choses aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui évoluent. Pour le Jumhuri, par exemple, il est à 5,5, il est en 4e position. Il a dégradé de sa 3e position à la faveur du Front populaire. Le Front populaire fait un peu plus de bruit que lui en ce moment-là. Mais nous, à l'ancien PDP, nous avons connu nos heures. On était entalonnés Nada et on était à la place qu'occupe actuellement Nida Tounes. Maintenant, le Hizb al-Jumhuri est un nouveau parti. Selon ce même sondage, sa visibilité, elle n'est qu'à 20%, c'est-à-dire que seulement 20% savent ce qu'est le Hizb al-Jumhuri. L'ancien PDP à faire et le reste était beaucoup plus connu. Donc nous avons un travail à faire pour que les gens connaissent ce parti. Et nous avons aussi, surtout, la tâche et le devoir d'affirmer notre différence pour permettre aux Tunisiens de choisir et donc d'améliorer, en ce qui nous concerne, notre score. Donc je prends acte de cette réalité qui est négative, mais pour moi, elle ne m'inquiète pas. Nous n'avons même pas encore de date pour les élections et les choses vont s'activer. Vont-elles s'activer dans le sens du renforcement de cette image ou c'est-à-dire de sa fixation, si je pouvais dire, ou est-ce que des changements vont intervenir? Mon rôle, c'est de faire que ça change. Et si on en restait là, vous n'excluez pas, a priori, vous-même de vous rallier à l'initiative Nida Tounes? Nous rallier, ça veut dire quoi? Oui, électoralement, dès avant ce sondage, nous avons répondu favorablement à l'appel de Silbeji pour qu'il y ait un pôle démocratique ou moderniste qui rééquilibre le paysage politique. Sur cela, nous n'avons absolument aucune divergence. Mais sans plus, dans la mesure où les partis politiques peuvent s'allier électoralement tout en conservant leur identité politique. Et dans le parti Jumhuri, nous tenons absolument à maintenir notre identité, notre différence. Vendredi dernier, un projet de loi portant sur l'exclusion des ex-RCD de la vie politique. Que pensez-vous de cette loi qui a été décriée notamment par Human Rights Watch dans la foulée? Qui a été critiquée? Oui. Personnellement, je crois que c'est une loi injuste. Parce qu'on ne peut pas instrumentaliser le passé pour éliminer des adversaires politiques. Il faut épurer le passé. C'est-à-dire que la justice transitionnelle doit fonctionner. On ne doit pas faire beaucoup de bruit autour de la justice transitionnelle et utiliser le passé pour essayer d'éliminer des adversaires politiques. Pour moi, il y a 2 cas possibles où on est personnellement responsable d'actes incriminés par une loi antérieure, une loi qui existe, qui interdit tel acte, par exemple de mettre la main sur les deniers publics ou les biens des privés ou atteindre à leur intégrité physique ou n'importe quel autre crime qui est puni par une loi antérieure. Ceux-là, ils doivent relever des tribunaux. Pour ceux qui n'ont eu qu'une responsabilité politique, il y a un autre tribunal, ce sont les urnes. Ces gens-là ont le droit de se présenter devant le verdict populaire et le peuple jugera
Je n'ai aucun doute, le peuple ne choisira pas les anciens RCD pour qu'ils reviennent au pouvoir, c'est mon impression, et toutes les expériences dans les transitions démocratiques, elles ont toujours fait que les partis qui ont monopolisé le pouvoir pendant des décennies, ils ont essuyé des scores extrêmement bas. Cela, c'est la façon démocratique d'envisager les choses. Maintenant, essayer de retirer les droits politiques à un adversaire, ça, on le connaît. L'ancien régime ne fonctionnait que par ce moyen. Personnellement, j'ai été à 2 reprises exclu de la compétition présidentielle grâce à une manipulation de la Constitution. En 2004 et en 2009, la Constitution a été manipulée de sorte que je sois personnellement exclu de la compétition. Donc je ne peux pas aujourd'hui soutenir une telle démarche. Je dis que rompre avec l'ancien régime, c'est rompre avec son esprit et ses méthodes. Ce n'est pas éliminer physiquement ou politiquement ses représentants. C'est une question de culture et de pratique. Donc, ceci étant dit, je n'ai aucun doute que cette loi va passer, parce qu'il y a une majorité qui veut la faire passer, et c'est une loi qui vise des partis qui aujourd'hui talonnent Nahda du point de vue des scores, ce que vous m'avez montré dans le sondage, et donc ça va être un des facteurs qu'on va suivre dans la vie. Dans le cours de la... On rend compte la dynamique révolutionnaire, le contexte révolutionnaire, qu'il faille interdire légalement. Vous savez, la révolution ne légitime pas tout, parce que c'est subjectif, la révolution. C'est comme ça que je la vis, donc c'est comme ça que la vie doit être. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Chaque fois que les révolutionnaires ont tiré leur conviction, la légitimité de leurs propres convictions, ils ont abouti à des crimes. Et plusieurs décennies après, on a regretté ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, surtout pour une révolution pacifique comme celle que nous avons connue, ça doit être l'état de droit qui doit nous guider. Nous devons respecter le droit. Et c'est en cela qu'on est révolutionnaire. On n'est pas révolutionnaire en éliminant de manière, en reposant sur sa propre volonté un adversaire. Non, un adversaire est un homme. S'il est responsable de crimes commis, il doit relever des tribunaux, sinon c'est un adversaire politique. C'est à la population, ce n'est pas à moi de le juger. C'est comme ça que je conçois et la démocratie et la révolution. Un mot peut-être sur la crise des grèves de la faim qui a fait des victimes dans les rangs de la mouvance salafiste. Est-ce que vous pensez que les 2 décès ont eu lieu dans des conditions troubles? Moi, je me sens coupable de ce décès, parce que, en tant qu'homme politique, je n'ai pas eu connaissance de cette grève de la faim, et si j'avais eu connaissance, je ne me serais pas tu. Je suis un ancien gréviste de la faim, j'ai fait énormément de grèves de la faim sérieuses et longues. J'ai commencé par les faire en prison en 1968-70, puis je les ai poursuivis toute ma vie, jusqu'en 2007. J'ai soutenu une grève de 31 jours et en 2005 une grève de 32 jours. Je sais ce que c'est que la grève de la faim. On n'y va pas de gaieté de cœur. Lorsqu'on fait une grève de la faim, c'est qu'on jette dans la balance ce qui nous reste. C'est un cri de détresse qu'on lance à la société pour un droit, ou du moins pour ce qu'on croit être un droit. Ces gens-là, je ne connais pas encore leurs revendications. Chacun doit relever, personne n'est au-dessus des lois, et chacun doit répondre de ceux dont on l'accuse devant les tribunaux. Mais maintenant, tout le monde a le droit à un procès équitable. Tout le monde a le droit à des conditions décentes de vie dans les prisons. Donc si ces gens-là réclamaient l'amélioration de leurs conditions d'incarcération ou l'activation de leur procès, ça fait partie des revendications légitimes pour lesquelles il est honteux qu'un citoyen meure. Donc c'est pour moi une honte, pour nous, Tunisiens, qu'on soit au pouvoir. Le pouvoir assume une responsabilité parce qu'il avait la gestion directe de ces gens-là. Mais nous, société civile, médias, associations de droits de l'homme, démocrates, nous sommes aussi responsables par notre silence complice. Merci.